Si on regarde des choses très objectives comme la variété de notre gamme de formation sur le domaine de l'ingénierie aérospatiale, si on regarde le nombre de nos diplômés au niveau ingénieur, au niveau master spécialisé, au niveau docteur, si on regarde aussi la qualité de ces diplômés et les carrières qu'ils font ensuite dans l'industrie aérospatiale en particulier, nous sommes clairement aujourd'hui effectivement numéro 1 par rapport à nos concurrents du domaine de l'enseignement supérieur dans ce domaine de l'ingénierie aérospatiale. Et la soufflerie acoustique est en fait la dernière opération et ça concerne un moyen technique particulièrement lourd. Nous avions sur le campus de Jolimont, le campus de l'ENSICA, qui est à 5 km d'ici, une autre grande soufflerie. Nous l'avons donc de facto quitté en 2015, quand nous avons quitté le campus de Jolimont. Et nous allons maintenant donc pouvoir passer sur cette nouvelle soufflerie, qui est d'une taille à peu près équivalente, mais qui apporte bien sûr des fonctionnalités nouvelles, et qui va donc permettre d'assurer, je dirais, la fin de la transition entre l'ancienne configuration avec 2 écoles et 2 campus, vers la nouvelle configuration, un seul institut sur un seul campus. Nous sommes effectivement aujourd'hui en excellente position pour poursuivre notre développement. Dans ce contexte international, nous sommes confrontés à la comparaison avec nos grands concurrents, où on parle maintenant de coopétition, parce qu'effectivement, en matière de recherche, on ne peut pas se positionner uniquement en opposition frontale, on doit être à la fois en collaboration internationale et tenir notre rang par rapport aux autres universités. Donc l'ASA est un moteur de l'innovation qui permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs en recherche, d'objectifs académiques, mais aussi de développer des méthodologies qui s'appliquent à de nouveaux concepts d'aéronefs, des concepts tels que les drones, des concepts tels que les véhicules hybrides, notamment mus par l'énergie électrique, des systèmes plus autonomes, de nouvelles configurations d'intégration aérodynamique et aéropropulsive pour les aéronefs de transport, hybrides, enfouis, et de nouvelles méthodologies de conception de ces systèmes s'appuyant sur du calcul haute performance, de la stimulation et de l'expérimentation en soufflerie. C'est le focus, en fait. L'objectif principal de ce nouveau moyen, c'est de disposer de conditions d'essai dans lesquelles on va pouvoir très précisément s'occuper du bruit que font ces machines. L'année qui va suivre, l'année 1, l'année 2018, va être consacrée à des essais de qualification pendant lesquels on va faire monter la compétence de l'équipe et le niveau de maturité technologique d'utilisation du moyen, en particulier tout ce qui est moyen de mesure. Il va falloir travailler sur la détermination et la réduction, si possible, des incertitudes de mesure pendant cette année-là. Alors, il faut évidemment en passer par là pour être ensuite crédible auprès des partenaires, pour vendre ensuite des essais sérieux. Et ensuite, on le fera sur un modèle simplifié de train d'atterrissage. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que cette soufflerie elle aura pour objectif essentiel de travailler sur la réduction du bruit d'un avion quand on ne compte pas le bruit que fait le moteur. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le bruit de cellule, tout ce qui n'est pas le moteur. Quant à l'année 2, l'année 2, ce sera une année de mise en route en mode contractuel, en mode partenarial, avec des sujets qui se préparent déjà aujourd'hui, de collaboration, de formation de consortium de la voie académique, avec des sujets prescrits par les industriels. Ça concerne les nouveaux avions, les nouveaux grands avions de demain, ceux de 2050, qui auront une architecture radicalement différente et pour lesquels il faut déjà, avant même d'aller un peu plus loin, considérer qu'ils doivent faire peu de bruit. Donc on est exactement où il faut pour que le fameux nombre de Mach soit le même que celui de l'avion réel. Et ça, c'est indispensable pour que les essais soient représentatifs des mécanismes physiques qui font du bruit autour d'un aéronef en vol à l'approche. Alors ça, c'est sur la vitesse. L'autre paramètre qui est majeur pour la faculté de faire des essais, de bons essais, c'est la dimension de la veine d'essai. On sait dire aujourd'hui que c'est la plus grande des souffleries mises à disposition de chercheurs pour faire de la recherche. C'est la plus grande. Elle est aussi grande que celle qui se trouve à Virginia Tech aux États-Unis, qui était jusque-là le moyen phare dans la communauté académique. Donc on s'est positionné à l'égal de cette soufflerie qui est à Virginia Tech, à peu près la même dimension, donc on est exactement où il faut pour contribuer au meilleur niveau dans la communauté scientifique sur ce sujet. Ça, c'est pour la dimension. Donc le réglage de ce curseur de dimension, sur la vitesse, il ne fallait pas hésiter, c'était forcément 80 mètres secondes. Le paramètre de réglage du coût et de l'ampleur du projet, c'était celui de la dimension. On s'est retrouvé là, on a réussi à tenir cet objectif d'être au moins aussi grand que Virginia Tech. Donc voilà, on est effectivement sur des objectifs de réduction du bruit des trains qui ne sont pas des objectifs de profs
qui rêve dans son bureau, que c'est ça qui est important. Non, la réalité, c'est ce que nous disent les industriels. Leurs objectifs à eux, c'est de vraiment faire un gros effort sur le bruit de train dans les années qui viennent. Ici, c'est particulier parce que c'est un jet qui débouche dans une chambre qu'on appelle une chambre anéchoïque. C'est le traitement de ces murs, là, des mousses, des dièdres en mousse qui sont sur les murs, a pour objectif de tuer tous les échos au-dessus de 200 Hz. C'est exactement là qu'il fallait la placer, le caractère anéchoïque de la chambre, pour être en capacité d'adresser le bruit émis par les aéronefs, en particulier parce qu'ici, quand on les amène, on amène des morceaux ou un aéronef entier, mais on en réduit la taille. Là, par ce plancher qui est déployable, on va accéder de façon extrêmement efficace et rapide à la maquette. Donc ici est particulièrement intéressant, c'est cette poutre qui se trouve là-haut et qui est montée elle-même sur les chariots qui vont pouvoir, comme un qui est circulaire, donc des deux côtés de la veine, vous voyez une saignée dans l'absorbant acoustique qui permet de faire pivoter ces micros tout autour de la maquette. Donc de faire un balayage qui sera comme un scanner qui permettra d'évaluer le champ sonore dans les 3 dimensions et de rapidement évaluer la pertinence du concept, du design aérodynamique et de la faculté de réduire le bruit de ce design. On fera un petit tour tout à l'heure au centre de la veine aérodynamique. Ici, on est dans la chambre d'essai. Il faut voir que l'écoulement qui arrive là a été préparé par tout un tas d'éléments qui se trouvent à l'amont. Quelque chose qui est fondamental aussi pour qu'il y ait peu de bruit dans cette chambre d'essai, c'est qu'il y a quelque chose qui fait beaucoup de bruit dans le circuit qui est fermé, c'est le moteur. Le moteur se trouve à l'opposé déjà, et ensuite entre le moteur et la chambre d'essai, vous avez différents dispositifs d'absorption du bruit du moteur. Là, ici, on est à 10 mètres par seconde, vous voyez le ruban flotte. Donc on est à 1/8 de la pleine vitesse et on n'entend pas du tout le moteur. Alors à 80 mètres par seconde, ça fait déjà un peu plus de bruit, mais la spécification de 75 dB permettra que le bruit de l'obstacle placé en écoulement émerge au-dessus du bruit de fond. C'est ça. Pour ici, une partie utile qui est courte, c'est 4-5 mètres, 1m80 par 1m80, je répète un peu les dimensions. Et là, on a la faculté de réaliser la dimension de ce fameux circuit aérodynamique qui est une boucle fluide qui ramène l'écoulement jusque dans la veine d'essai. Là, on ne voit que la moitié du circuit externe, il faut imaginer une autre moitié de plus grande dimension encore de l'autre côté avec une section aussi large que 5 mètres par 5 mètres. Nous avons la chance d'être dans une industrie en croissance. L'aéronautique civile croît de 4 à 5% par an. De nombreux enjeux sont devant nous et donc on peut se dire qu'on a de la chance parce qu'on est finalement dans un secteur porteur. Mais c'est une croissance qui doit être durable. Nous avons pris des engagements, l'ensemble de la filière aéronautique, par exemple dans le cadre de Vision 2050, pour réduire la consommation de carburant, améliorer la performance de tout le système, les avions, le transport aérien, et également réduire le bruit. Un petit exemple, la 380 a été le premier avion pour lequel nous avons en fait désoptimisé la performance de l'avion pour pouvoir réduire le bruit aussi bien en approche qu'au décollage. Pas du tout. En fait, le bruit c'est beaucoup le moteur, alors tout le monde pense au moteur qui effectivement se modélise, mais c'est également l'ensemble de l'avion, et en particulier en approche. Lorsque vous êtes en approche, finalement vous entendez peu le moteur, mais vous entendez l'ensemble de l'aérodynamique de l'avion, les trains qui sont sortis, les volets, les becs. Et donc de ce point de vue-là, il est important de pouvoir progresser pour réduire le bruit des avions. Nous avons des moyens de modélisation très importants. Nous avons la chance d'avoir le Cerfax par exemple, et d'autres moyens, et de développer encore plus de simulation et de modélisation. Mais on a quand même besoin du physique, on a quand même besoin de comprendre et de toucher le comportement réel, non seulement pour valider les modèles, mais également pour mieux comprendre les interactions par pragmatisme et par empirisme en complément de la théorie. C'est pour ça qu'il est important de continuer à investir dans des moyens comme la soufflerie, et il ne nous a pas échappé que cette soufflerie était une soufflerie aéroacoustique. Et donc nous en attendons, nous, un moyen qui permette aux chercheurs, aux étudiants, et également en liaison avec l'industrie, de mieux comprendre la physique associée au bruit dans les phases notamment d'approche, pour pouvoir améliorer les avions existants, mais également définir les configurations du futur. Alors cela vient d'être souligné. Cette inauguration s'inscrit finalement dans une longue aventure scientifique et industrielle qui fait à l'évidence la fierté de notre région, la fierté de Toulouse, puisqu'elle pose notre territoire comme leader mondial en matière d'excellence de cette filière. Mais nous savons tous ici la portée de la concurrence internationale, que ce soit en matière de recherche, en matière universitaire ou en matière industrielle. Et cet équipement, Monsieur le Président,
fera et constituera un atout, me semble-t-il, incontournable et essentiel pour l'ISAE. Et je dois vous le dire, y compris au nom de la présidente Delga, c'est un atout important pour le rayonnement, pour l'attractivité internationale de notre territoire, pour la visibilité de la communauté de recherche de notre région. Et puis, elle contribuera, cette soufflerie, à maintenir l'avance technologique décisive pour notre industrie aérospatiale, consacrée à la R&D. L'innovation, l'industrie, l'Europe sont des marqueurs forts de ma conviction. Mais j'y vois également une dimension sociétale. Avec cet équipement et par la qualité de vos travaux, vous participez, et vous l'avez souligné, à la réduction des nuisances sonores liées au trafic aérien. Et vous impactez donc favorablement la qualité de vie de celles et ceux qui y sont confrontés. Et il y a quelques années, il était indiqué que science sans conscience n'était que ruine de l'âme, et je crois qu'il est extrêmement important que nous ayons ici pleinement conscience qu'au-delà de la qualité et de l'excellence de notre recherche, cette recherche et cette science soient connectées aux enjeux et aux besoins sociétaux. C'est fondamental.